Peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni. Bonjour et bienvenue dans le Peuple lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain ce n'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle c'est le creuset, sous haute pression, de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les chants les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. On m'a déjà reproché cette introduction larmoyante, mais il faut reconnaître que jusqu'à présent, parmi tous les auteurs présentés dans le Peuple lu, tous ont connu au moins une guerre mondiale, souvent deux, presque tous l'exil, beaucoup la faim, la misère, les autodafés, les humiliations et l'antisémitisme. Yossif Alexandrovitch Brodsky, né en 1940 dans une famille pauvre de Leningrad, on peut déjà deviner qu'il ne fera pas exception. L'année suivante commence le terrible siège de Leningrad, qui durera 900 jours et coûtera la vie à 800 000 Russes. Son père est photoreporter pour l'Armée rouge, sa mère interprète, ils n'ont pas de quoi lui payer des études. Il commence donc à travailler dès l'âge de 16 ans, jongle entre petits boulots et lectures, et rencontre la dissidence soviétique de l'époque, notamment Alexandre Ginsburg et Anna Akhmatova, qui dira de lui « la biographie qu'on lui prépare ». Il se fait connaître par les tournois de poètes, tradition soviétique, et par le samizdat, autre tradition de ce pays de paradoxes, les éditions clandestines, et il est donc condamné au goulag à l'âge de 24 ans pour parasitisme social. En 1972 commence l'exil en Occident, où il écrit principalement en anglais. 15 ans plus tard, il obtient le prix Nobel de littérature pour son œuvre poétique et théâtrale. À cette occasion, il dit « Le poète est comme un chien errant. S'il est bon, il appartient à tout le monde. » J'aurais préféré dire et croire que le poète n'appartient à personne, mais c'est une naïveté quand on voit combien Brodsky a souffert de ses appartenances multiples, jusqu'à aimer, dans son exil, une forme de liberté. Joseph Brodsky, c'est un poète du déracinement et de l'exil comme condition de l'âme, comme une autre manière d'habiter le temps. Il ne s'est jamais laissé enfermer, ni par une langue, ni par un pays, ni par un destin. Son style est assez classique, pimenté d'ironie. Brodsky aime les grandes structures. Il écrit des poèmes longs, narratifs, presque épiques, où l'histoire personnelle se fond dans la grande histoire. Ses titres en témoignent. Son premier recueil, déjà, La Procession, publié en URSS en 1962, l'année où il rencontre Marina Basmanova, sa maîtresse et sa muse. Puis Gorbounov et Gortchakov, poèmes sous forme de dialogue où il évoque son internement en asile de fous, qui devait lui épargner l'arrestation. Après son exil, il y aura La Partie du discours, puis des pièces de théâtre, Le Marbre et Démocratie, et des essais, regroupés dans Loin de Byzance. Vertumne et Aqua Alta sont les deux recueils de ces dernières années. Il écrivait « Et au mot à venir de la langue russe, les souris accourent en cohorte et grignotent un succulent morceau de mémoire trouée, comme ton fromage. » Aujourd'hui, nous sommes son avenir et nous avons non pas une, mais deux chances exceptionnelles. Déjà, j'ai rencontré par hasard à un dîner d'experts en éthique de l'intelligence artificielle l'exécuteur testamentaire de Brodsky, qui nous donne accès à un document encore inédit en France. Alors oui, je m'y attendais pas du tout, à un dîner sur l'éthique de l'IA, mais à bien y réfléchir, ce n'est peut-être pas un tel hasard. On peut se demander ce que l'URSS post-stalinienne aurait fait des technologies d'IA, de reconnaissance faciale et de score social. Ou ce qu'en auraient fait les poètes, et surtout un poète du mélange des genres et des époques, comme Brodsky. Mais et c'est notre deuxième chance, nous pourrons en discuter avec un auteur spécialiste de la parodie et du détournement. Donc tout de suite, nous avons cette grande chance d'entendre Brodsky lui-même lire ses œuvres à sa manière des années 60. 2 часа в резервуаре. Эпиграф из Александра Сергеевича Пушкина «Мне скучно без». Это сцена из Фауста. Я есть антифашист и антифауст. Их любя жизнь и обожаю хаос. Их бин хотеть, геноссы офицером, Демцайт zum Фауст, коротко шпациром. Не подчиняясь польской пропаганде, он в Кракове грустил о Фатерланде, мечтал о философском диаманте и сомневался в собственном таланте,
Он поднимал платочки женщин с пола, он горячился по вопросам пола, играл в команде факультетов пола, он изучал картежный катехизис и познавал картезианство сладость, потом полез в артезианский кладезь, эгоцентризма боевая хитрость, которой отличался Клаузевиц, была ему должно быть незнакома, поскольку Фатер был краснодеревец, Цумбайшпиль бушевала глаукома, чума, холера, туберкулезен, он защищался Шварце папиросен, его влекли цыгане или мавры, потом он был помазан в бакалавры, потом снискал лиценциата лавры и пел студентам Кембридж, динозавры, немецкий человек, немецкий ум, тем более когито эрго сум, Германия, конечно, über alles, в ушах звучит знакомый венский вальс, он с Краковым простился без надрыва и покатил на дрожках торопливо за кафедрой и честной кружкой пива. Сверкает в тучах месяц молодчина, огромный фолиант над ним мужчина, чернеет меж густых бровей морщина, в глазах арабских кружев чертовщина, в руке дрожит кордовский черный грифель, в углу его рассматривает в профиль арабский представитель Мефибенстофель. Пылают свечи, мышь скребет под шкафом, Гер доктор полночь, я вальшлафен, шлафен, две черных пасти произносят мяу, неслышно с кухни входит идиш-фрау, в руках ее дрожит омлет со шпеком, Гер доктор чертит адрес на конверте, Готштрафа, Ингланд, Лондон, Франсис Бэкон. Приходят и уходят мысли, черти, приходят и уходят гости, годы, потом не вспомнить платья, слов, погоды. Так проходили годы, шито-крыто. Он знал арабский, но не знал санскрита, и с опозданием гей была открыта и Майне Клайне Фроляйн Маргарита. Тогда он написал в Каир депешу, в которой отказал он черту душу. Приехал Меф, и он переоделся, он в зеркало взглянул и убедился, что навсегда теперь переродился. Он взял букет и в будуар девицы отправился ундвени в виде вицы. Их либе ясность, я, их либе точность, их бин просить, не видеть здесь порочность. Ви намекает, что он любил цветочниц, их понимает, что das ist ganze срочность. Но это сделал Камар дер Гроссе минус, die Deutschne Sprache macht der große Sinus. Душа и сердце, nein gehabt, на вынос. От человека alles ждать напрасно. Остановись мгновенье, ты прекрасна. Меж нами дьявол ходит ежечасно и поминутно этой фразы ждет. Однако человек, mein lieber Herr, настолько сильно в чувствах не уверен, что поминутно лжет, как сивый мерин. Но словно Гёте маху не дает, он гроссер Дихтер Гёте дал описку, чем весь сюжет подверг Аганце риску, и Томас Манн сгубил свою подписку, а Шергуно смутил свою артистку. Искусство есть искусство, есть искусство, но лучше петь в раю, чем врать в концерте. Die Kunst gehabt потребность в правде чувства. В конце концов, он мог бояться смерти. Он точно знал, откуда взялись черти. Он съел дердог в Мдсине и в Галене. Он мог дозваться рассушить в колене, и возраст мог он указать в полене. Он знал, куда уходят звезд дороги, но доктор Фауст нихц не знал о Боге. Есть мистика, есть вера, есть Господь,
Есть разница между них и есть единство. Одним вредит, других спасает плоть. Неверие, слепота, а чаще свинство. Бог смотрит вниз, а люди смотрят вверх. Однако интерес у всех различен. Бог органичен, да, а человек должно быть ограничен. У человека есть свой потолок, держащийся вообще не слишком твердо, но в сердце льстец отыщет уголок, и жизнь уже видна не дальше черта. Таков был доктор Фауст, таковы Марло и Гёте, Томас Манн и масса певцов, интеллигентов, увы, читателей в среде другого класса. Один поток сметает их следы, их колбы, донерветтер, мысли, узы, и дай им Бог успеть спросить, куды, и услыхать, что следом крикнут музы, а честный немец сам Дервек Цюрюк не станет ждать, когда его попросят. Он Вальтер достает из теплых брюк и навсегда уходит в Вальтер Клозет. Фräulein, скажите, was ist das Inkumbus? Inkumbus, das ist eine kleine Globus, noch größer Dichter Goethe, Sado Rebus, und Ивиковы злые журавли, из Веймарского выпорхнув тумана, ключ выхватили прямо из кармана, и не спасла нас зоркость Эккермана, и мы теперь матрозом на мели. Есть истинно духовные задачи, а мистика есть признак неудачи. В попытке с ними справиться иначе их не стоит это толковать. Цумбайшпиль, потолок, преддверие крыши, поэмой больше, человеком Ницше. Я вспоминаю Богоматерь в нише, обильный фриштик, поданный в кровать. Опять септембр, скука, полнолуние, в ногах мурлычет серая колдунья, а под подушку положил колунья. Сейчас бы шнапсу, это Амбгемахт. Септембр, дьяволь, портится характер, буксует в поле трактящий трактор, и хлебе жизнь, и фёлькиш бёбахтер. Good Nacht, mein lieber Herr, ja, good Nacht. C'était donc Joseph Brodsky par lui-même. Je remercie beaucoup son exécuteur testamentaire et ami pour le partage. Écoutez un documentaire sur les poètes russes avec des lectures en version originale, vous serez surpris. Vous entendrez des gens vous raconter leur rencontre avec Limonov, Brodsky, Akhmatova, puis tout d'un coup, ils partent en transe dans des déclamations qui rappellent un peu le chant grégorien. Ils récitent un poème. Il y a une manière de lire la poésie en russe que je ne saurais pas reproduire, donc je préfère vous faire écouter. Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сея рожь, покрывал черной толью гумна, и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалась длинной,
Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Difficile donc de traduire le rythme et la langue si particulière de Brodsky. Je remercie Daniel Mathieu qui s'y est risqué pour le poème « Ne sors pas de ta chambre ». Ne sors pas de ta chambre, ne fais pas cette erreur. Rien dehors n'a de sens, même un cri de bonheur. À quoi bon le soleil? Grisons donc une petite, rends-toi juste au WC et reviens tout de suite. Oh, ne sors pas d'ici, un taxi? N'appelle pas. Puisque l'espace n'est fait que d'une seule coursive, fermée par les compteurs, et si une femme y sort, vive, sucrée, bailleur d'ennui, ne la déshabille pas. Ne sors pas de ta chambre, prétexte des fadaises. Quoi de plus captivant qu'un mur et qu'une chaise? Dois-tu sortir d'ici pour revenir après, le même que tu étais, encore plus mutilé? On ne sort pas d'ici. Danse le rabadao, tout nu, sous ton manteau, des charrettaises aux pieds. L'entrée sent fort le chou et la graisse affartée. Tu as beaucoup écrit, un mot serait de trop. Ne sors pas de ta chambre. Or laisse-la plutôt trouver qui tu seras, là, dans l'incognito. D'un ergo sum, l'être s'ébroue, ni l'apparence. Ne sors pas de ta chambre, la rue n'est pas la France. Ne sois pas imbécile, les autres l'ont été. Ne sors pas de ta chambre, meuble-la de volonté. Coule-toi dans ses laits. De l'armoire, fais blocus, chasse-les, chronos, cosmos, éros, race, virus. Et puis il y a des textes en prose. David Spector, que nous recevons aujourd'hui, recommandait particulièrement la préface écrite par Brodsky pour Contre tout espoir, les mémoires de Nadezhda Mandelstam. Économiste, chercheur au CNRS et à l'École d'économie de Paris, auteur du très drôle et instructif 7500 €, tout cela n'empêche pas d'être aussi un grand amateur de poésie et un fin lecteur de Joseph Brodsky. Pour en parler, nous recevons David Spector. Bonjour. Bonjour. Je signale d'ailleurs votre très récente politique fiction sur Zone Critique, L'amour au temps des déficits, qui ne parle pas tant d'exil cette fois que de métissage et de ses très surprenants effets. Donc David Spector, vous avez publié en 2022 7500 €, un recueil de pastiches où on discute parmi vos victimes avec Houellebecq, Proust, Nabokov, Dostoïevski. Pourquoi n'avoir pas choisi Joseph Brodsky ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que pour qu'un pastiche puisse être apprécié de ses lecteurs, il faut que l'auteur imité soit connu. Alors, Brodsky est connu, bien entendu, son nom est connu, il a reçu le prix Nobel de littérature, sa vie est parfois connue, notamment le procès qui lui a été intenté en Union soviétique et l'exil qui a suivi dans la région arctique, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'il est très peu lu. Alors sans doute parce que la poésie en général a peu de lecteurs, ensuite parce que c'est un poète russe, et par ailleurs un auteur d'essais, mais publié en anglais, et donc pas auteur de romans, qui est quand même le genre roi dans la littérature française. Mais finalement, cette réponse revient à vous remercier d'avoir retenu cet auteur pour cette émission, puisque c'est un auteur à la fois très connu et sans doute peu lu en France aujourd'hui. Je crois que ça revient aussi à dire que c'est sa vie qui était un poème, puisque sa vie, ses engagements, souvent malgré lui d'ailleurs politiques, son engagement dans l'histoire du XXe siècle lui ont survécu. Et justement, à votre avis, si Brodsky était vivant aujourd'hui et s'il voyait ce que deviennent la Russie et les États-Unis où il a vécu, à votre avis, qu'écrirait-il ? Alors c'est vraiment une question très complexe et, si je peux me permettre, casse-gueule, parce que d'abord Brodsky, comme vous l'avez dit, a eu des engagements malgré lui. Sa passion première n'était pas la politique, mais vraiment la poésie, et il y a d'ailleurs des textes assez étonnants, des discours qu'il a prononcés à des moments qui se trouvent être des charnières absolument essentielles dans l'histoire de la Russie, et dans lesquelles il ne parle quasiment pas d'actualité. Il a été en quelque sorte poète officiel des États-Unis, ce qu'on appelle poète lauréat de la Bibliothèque du Congrès
en fin 91, début 92. Donc il a fait son discours d'ouverture juste après le putsch manqué contre Gorbatchev, au moment où Eltsine était en train de prendre le pouvoir en octobre 91. Et de quoi parle-t-il ? Uniquement de la nécessité d'avoir une grande politique publique d'accès à la poésie aux États-Unis, pas du tout du RSS ou de Russie. Et puis quand il part en 1904, quand il tient son discours de clôture en mai 92, c'est à l'occasion d'une visite de Gorbatchev aux États-Unis, donc Gorbatchev qui n'était plus au pouvoir. Il le rencontre et il dit simplement qu'il a eu l'impression de rencontrer Clio, mais il ne dit rien de précis sur la Russie et l'Ukraine. L'autre raison pour laquelle c'est compliqué, c'est qu'il y a eu des tentatives de récupération par les nationalistes russes, notamment d'un poème assez violemment anti-ukrainien qu'il a publié en 1992, qui s'intitule « Sur l'indépendance de l'Ukraine », et dans lequel il exprime son dépit devant l'effacement de la langue russe qu'il craint en Ukraine, effacement qui d'ailleurs n'a pas du tout eu lieu, en tout cas jusqu'à une période très récente. Poème qu'il a toujours refusé de faire publier dans ses œuvres complètes parce que finalement il n'était pas lui-même vraiment à l'aise avec, il ne voulait pas prendre la responsabilité d'un propos politique aussi violent. C'était plutôt une réaction, je dirais émotionnelle, la réaction émotionnelle d'un homme pour qui la langue russe et non pas le nationalisme russe était au cœur de sa vie et de sa production littéraire. Maintenant, pour continuer à répondre, dans ces textes, il y a un rejet et une dénonciation sans aucune ambiguïté de ce qu'a été l'horreur de l'Union soviétique. Il faut d'abord rappeler que son père a été chassé de la marine en 1950 au moment de la campagne antisémite de Staline. Son mentor littéraire, c'était Anna Akhmatova, la plus grande poétesse russe du XXe siècle, dont les deux maris l'un a été fusillé, le deuxième est mort au goulag et dont le fils a lui-même fait 20 ans de goulag. Dans l'un de ses textes, à propos de son exil, il dit que n'importe quelle personne qui a vécu en Russie devrait par compensation être admise directement au paradis. Et il a vraiment cette ambivalence entre son amour de la langue russe et sa conscience de l'horreur de l'histoire russe, et notamment soviétique. Et il y a une page dans un de ses essais, de son merveilleux recueil d'essais qui en français a été traduit sous le titre « Loin de Byzance », c'est « Less than one » en anglais, dans lequel il dit que la langue russe, avec sa complexité, ses inflexions, ses déclinaisons, permet d'approcher la psyché humaine avec plus de nuances que n'importe quelle autre langue, et que par conséquent, et évidemment ce par conséquent interroge, mais c'est le cœur de sa pensée, la Russie aurait dû être un paradis spirituel et moral, et qu'au contraire c'est devenu un pays épouvantable, avec gangrené par un matérialisme pathétique. Et là il parle de l'Union soviétique, pas de la Russie post-soviétique. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'il n'avait, contrairement à ce que disent les nationalistes russes d'aujourd'hui, aucune sympathie pour l'expansionnisme, le nationalisme russe ou soviétique. Simplement, il aimait la langue russe et ce qu'elle permet sur le plan poétique. Mais justement, puisqu'on parle de la langue russe, donc Brodsky écrivait aussi bien en russe qu'en anglais, vous l'avez souligné, mais vous-même, David Spector, vous êtes auteur, vous êtes pasticheur, par ailleurs vous avez vécu plusieurs années aux États-Unis. Pensez-vous qu'on puisse un jour se libérer de l'empreinte de la langue maternelle ? Je n'ai pas essayé pour ma part d'écrire de la fiction dans une autre langue que ma langue maternelle. Dans le cas de Brodsky, ce qu'il faut savoir, c'est que son attirance pour la langue anglaise, son intérêt pour la langue anglaise est très antérieur à son exil, puisqu'il a quitté en fait le monde, le système éducatif à l'âge de 15 ans, parce qu'il n'aimait pas ça. Il a été ensuite ouvrier, il a travaillé dans une morgue, il a fait des tas de choses, et il s'est éduqué lui-même, et notamment en apprenant deux langues, le polonais et l'anglais. Le polonais parce qu'il s'intéressait au poète Miloš, et l'anglais par intérêt pour la poésie russe. Et donc un autodidacte. Un autodidacte, mais un autodidacte dont les essais et la poésie sont caractérisés par une érudition extrême en même temps. C'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout scolaire, mais c'est très érudit. Ce qui rend ces essais particulièrement agréables à lire, et ce qui fait aussi qu'il ne ressemble à aucun texte d'aucun autre auteur, à mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que il avait un goût très profond pour la langue anglaise et la poésie de langue anglaise, aussi bien britannique qu'américaine, aussi bien des poètes de la Renaissance comme John Donne que des poètes du XXe siècle. Je crois que le poète qu'il admirait le plus, sur lequel il a beaucoup écrit, c'était Auden. Et c'est même pour cela, explique-t-il, qu'il a voulu apprendre l'anglais et qu'il a voulu écrire ensuite en anglais. Et par ailleurs, un certain nombre d'innovations qu'il a apportées dans la poésie russe, notamment une manière certains détails vraiment techniques de versification, sont empruntés
à ce qu'il a découvert et ce qu'il aimait dans la poésie anglaise. Donc son rapport à la langue anglaise n'est pas simplement celui d'un exilé qui est privé de sa propre langue. Je vous posais la question, David Spector, puisque vous maîtrisez les deux langues, le russe, l'anglais, donc vous pouvez lire plus finement aussi Brodsky. Est-ce que vous sentez cette empreinte du russe dans ces textes anglais, de l'anglais dans ces textes russes, dans la versification, dans la manière de les dire aussi? Nous avons entendu Joseph Brodsky par lui-même tout à l'heure. Bon, d'abord, vous me flattez parce que mon russe est quand même très imparfait. Je vais vous répondre peut-être un petit peu à côté en vous signalant un livre tout à fait passionnant qui s'appelle donc en anglais Brodsky Translating Brodsky par une traductrice qui est elle-même russo-américaine et qui analyse les traductions faites par Brodsky de ses propres poèmes et la manière dont il utilise à certains moments certaines potentialités de la langue anglaise qui n'existent pas en russe pour modifier un petit peu le sens. Il y a d'ailleurs Alors, ce qui est vrai, c'est que Brodsky était l'un des thèmes, disons, les plus récurrent dans ses essais et même parfois dans sa poésie, c'est l'idée que les caractéristiques de la langue déterminent la pensée finalement. Alors non seulement en poésie, parce que dire cela quand on parle de poésie ça paraît finalement assez peu surprenant, mais il dit cela même à propos de la prose, et notamment il explique dans un de ses essais que les romans de Dostoïevski ne sont pas le résultat de sa pensée, mais simplement du choc entre ses idées et ce qu'impose la langue russe, et là avec des considérations très liées à la nature même de la langue et des mots. Par exemple, il explique que le caractère le fait que les mots russes aient souvent beaucoup plus de syllabes que les synonymes de ces mots dans d'autres langues force à des associations d'idées qui font partir le récit dans des digressions qui n'auraient pas été présentes sans cela. Et donc il a une phrase dans laquelle il dit que dans là je lis j'ai le texte sous les yeux, que dans l'écriture de Dostoïevski, on assiste à une friction extraordinaire, presque sadique, je cite toujours, presque sadique dans son intensité, entre la métaphysique du sujet et celle de la langue. Donc effectivement, pour Brodsky, écrire dans deux langues, c'est écrire, c'est pas seulement écrire, mais c'est même penser de manière très différente, et c'est ce qui rend ses propres traductions si intéressantes. J'aurais envie de tenter le jeu de mots. C'est même pas seulement du self-translation, de se traduire lui-même, mais c'est pas seulement traduire ses propres poèmes, c'est lui-même se traduire d'une culture à une autre. Peut-être que alors dites-moi si je fais un contresens, mais que cette âme slave dont on a tellement glosé, qu'on a tellement cherché dans Dostoïevski, elle se trouvait dans la langue, elle se trouvait dans les mots russes et dans sa prosodie. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et il a une vision qui est peut-être, d'une certaine manière, très russe de la centralité de la poésie. Je disais tout à l'heure qu'en 1991, en plein délitement de l'Union soviétique, le propos politique qui lui paraît le plus urgent, c'est la diffusion de la poésie, mais avec des propositions très précises. Il explique qu'il faut faire des éditions bon marché qui seront vendues dans les drugstores à travers les États-Unis, et que ça aura des conséquences politiques énormes. De façon assez amusante, c'était aussi le projet de Lénine. Donc c'est peut-être une illusion. Alors il n'aimait pas du tout Lénine. Dès son enfance, il en avait marre de voir sa tête partout. Mais effectivement, ce qu'il explique, c'est que la prose russe, pour lui, que la prose est le résultat de la poésie du 19e siècle. Et notamment, il a un texte très, très amusant qui est sa préface aux mémoires de Nadezhda Mandelstam, donc la veuve du poète Ossip Mandelstam, dont il écrit qu'elles sont l'un des plus beaux textes de prose russe au XXe siècle. Et il écrit que cette prose n'est possible que parce qu'au centre de sa vie ont été deux grands poètes, donc son mari, donc mort au goulag dans des conditions atroces en 1937, donc Ossip Mandelstam, et Anna Akhmatova, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'il explique, c'est que la prose qu'elle a pu écrire, cette très belle prose, est le résultat transformé de la poésie de Mandelstam et d'Akhmatova, de la même manière que, selon lui, tout le roman russe trouve ses racines dans la poésie russe du 19e.
Et vous, c'est par le biais de sa prose ou par le biais de sa préface à Nadezhda Mandelstam, ou est-ce que c'est par le biais de sa poésie que vous l'avez découvert ? Alors c'est justement en suivant le chemin inverse de celui qu'il préconise et dont il dit qu'il est le seul vrai chemin, c'est en lisant sa prose. Je lis peu de poésie de manière générale, contrairement à ce que vous avez dit de manière très généreuse dans votre présentation. C'est 2 textes que j'ai trouvés très intéressants et qui sont d'ailleurs très différents l'un de l'autre. Donc l'un, c'est sa préface donc aux mémoires de Nadezhda Mandelstam, qu'il a connue quand il avait la vingtaine, en même temps qu'Anna Akhmatova, c'était aussi l'une de ses mentors, et qui commence de manière très drôle en disant « Rien ne témoigne mieux du prestige de la poésie en Russie que le statut glorieux des veuves de poètes ». Et il a ensuite cette phrase, à la fois terrible et assez amusante, qui dit « Dans les années 30, le régime soviétique avait acquis une grande efficacité dans la production à la chaîne de veuves de poètes ». Donc j'avais trouvé ça très amusant. Dépasser les plans quinquennaux. Voilà, exactement, donc ça m'avait donné envie de lire la suite. Et un autre texte que j'ai trouvé très, très intéressant et très beau, c'est un paru dans son 2e recueil d'essais en anglais qui s'appelle Butin de guerre, et qui raconte son enfance et l'enfance finalement des enfants de sa génération, donc nés vers 1940, donc qui ont grandi dans les années qui ont suivi immédiatement la Seconde Guerre mondiale, et qui grandissaient au milieu des trophées que leurs pères, pour ceux dont les pères étaient revenus, avaient rapportés d'Allemagne. Et il parle notamment, donc il parle des casques d'armées allemandes, même des armes allemandes qui étaient dans ces appartements soviétiques. C'est sympathique comme jouet d'enfant. Ce dont il parle, c'est d'une radio que son père donc avait volée quelque part dans une maison, et qu'il démonte, et il voit les diodes, les circuits électriques, les résistances, bref, tout cet appareillage électrique, dans une Russie qui est quand même extrêmement pauvre, où il y a très peu de biens matériels. Et quand il explique que ces circuits électriques, dont il sait qu'ils viennent d'Occident, d'Allemagne, évoque pour lui, avec les diodes et donc les petites lumières, évoque ce qu'il imagine des villes occidentales illuminées par rapport à la tristesse des villes soviétiques d'après-guerre. Et je trouvais ce texte très beau, parce qu'il y a un texte sur les rêveries de l'enfance, mais en même temps médiatisé, disons, par les objets et par le fait que cette rêverie... l'enfance, c'est l'âge de la rêverie, mais sans doute en Russie, c'est encore plus le cas, dans la mesure où c'était un pays, surtout à l'époque, complètement enfermé, et aussi... dans lequel le rêve d'ailleurs se doublait d'un rêve tout simplement d'objets matériels dont on était privé et dont ces trophées de guerre évoquaient quelque part l'abondance. Et en lisant ça, ça me faisait un peu penser au poème de Francis Ponge, qui peut faire un poème entier sur un chou-fleur ou un cajot, puisque là c'est finalement une rêverie très poétique à partir de diodes et de circuits électriques. Et donc je me suis dit, tiens, ça me fait penser à Duponge. Et puis ensuite, quand on lit un peu plus Brodsky, on voit que ça ne ressemble pas du tout à Duponge. C'est beaucoup plus métaphysique, et ça parle de la mort. Le mot âme apparaît, j'ai lu plus de 200 fois dans sa poésie, ça doit être 0 chez Ponge. Et ça répond d'ailleurs un petit peu à votre question de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui serait très difficile à pasticher parce qu'il est toujours imprévisible, qu'il joue sur des registres extrêmement différents, la prose et la poésie, mais même à l'intérieur de la poésie, des changements de texture sonore, de registre de langage. C'est aussi ça qui le rend passionnant, c'est-à-dire un auteur qui surprend à chaque ligne, à chaque paragraphe. On ne peut jamais savoir ce qu'on va trouver quand on lit un essai ou un poème de Brodsky. Oui, quand vous en parlez, j'ai l'impression qu'analyser un poème de Brodsky, c'est un petit peu ouvrir la radio, voir toutes ces diodes qui s'allument. On ne sait pas trop comment, on voit qu'il y a une technique, une architecture, mais finalement, c'est la magie qui ressort c'est la voix qui est transmise par cette technique. Oui, c'est vrai, mais avec un bémol quand même, c'est que dans son recueil d'essais, la majorité de ces textes, en fait, la majorité de ces textes est consacrée à d'autres auteurs et notamment d'autres poètes. Et honnêtement, pour moi qui ai toujours été très ennuyé par l'exercice de commentaires de textes au lycée, là c'est tout à fait passionnant. Donc on a des commentaires qui sont vraiment ceux d'un artisan qui commente, qui décortique le travail d'un confrère finalement. Et par exemple, il y a un très long texte qui analyse le poème de Oden qui s'appelle, donc poème en anglais, mais qui s'appelle 1er septembre 1939, donc ce poème qui a été écrit et publié peu après le début de la Seconde Guerre mondiale. Il en a un autre sur le poète grec, gréco-égyptien Cavafy. Et donc, ce que vous dites est vrai, mais en même temps, il y a un effort très intéressant et très généreux finalement de la part d'un poète de décortiquer le travail poétique. Et pour entretenir ce dialogue, une dernière question, si vous pouviez maintenant adresser une question à Brodsky, si vous pouviez dialoguer avec Brodsky, qu'est-ce que vous lui diriez ?
je ne sais pas quand cet entretien sera diffusé, mais là nous sommes le lendemain de cette scène épouvantable et incroyable qui a eu lieu à Washington à l'occasion de la visite du président ukrainien. Donc si j'avais une question à lui poser ou une chose à lui demander, ça serait de se prononcer clairement sur ce conflit pour ne plus être récupéré par les nationalistes russes comme il l'est depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Je ne garantis pas que nous transmettrons la question, mais merci beaucoup pour cet entretien, pour cette analyse, pour avoir partagé votre passion de Joseph Brodsky. Merci David Spector et j'espère à bientôt. Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Ciboli.